Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 30, on se parle de signes de sommeil. Mais quels sont-ils? Comment bien les repérer pour toujours, ou du moins le plus souvent possible, être dans la fenêtre d'endormissement idéal? Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Alors, tel que convenu, aujourd'hui, on se parle de signes de sommeil, signes de fatigue. Quels sont-ils? Comment on les repère et comment les utiliser à bon escient pour toujours, ou du moins le plus souvent possible, être dans la fenêtre d'endormissement idéal. Alors, signes de sommeil, signes de fatigue. D'abord et avant tout, je commence avec la prémisse que c'est possible que ton enfant n'en ait pas. C'est-à-dire que souvent, quand j'ai des mamans en consultation privée, on me dit: «Ouais, mais je suis pas capable de voir quand mon enfant est fatigué parce que, écoute, il est super heureux». Moi, je les appelle mes petits bébés Bouddha, les bébés qui ne pleurent pas, qui ont des tempéraments super calmes. Puis là, tout d'un coup, bang, il est déjà trop fatigué. Je ne trouve pas la fenêtre d'endormissement idéale, ou du moins la fenêtre idéale pour l'accompagner vers un sommeil paisible, particulièrement quand on parle d'autonomie du sommeil. Donc, je veux pas que tu paniques si tu n'es pas capable de voir les signes de sommeil, parce qu'il y a des humains qui ont très peu de signes de sommeil. Puis l'autre chose, c'est que souvent, ou en tout cas la majorité du temps, peut-être pas la majorité, mais il y a des enfants qui vont avoir ces signes de sommeil-là, ces signes de fatigue-là, une fois la fenêtre d'endormissement idéale passée. Je te parle tantôt un peu de la philosophie urbaine et comment j'interprète tout ça. Il y a aussi des enfants qui semblent se frotter les yeux en cachette, ou du moins, je sais pas trop, se mettre un jouet devant la bouche quand ils baillent, parce qu'il y a des enfants que c'est très difficile de savoir quand ils sont fatigués ou pas, mais il y a quand même certains signes avant-coureurs qui ne trompent pas, et je te les énumère ainsi, le plus rapidement possible, parce que savoir qu'on a quand même quelques-uns, et en faisant des parallèles ou en te donnant de l'information supplémentaire, si besoin est. Donc, sans aucun doute, le signe de sommeil, le signe de fatigue, les deux façons, les deux appellations sont aussi bonnes les unes que les autres. Donc, c'est possible qu'au courant de cet épisode de balado-là, je change mon verbatim. Tout ça dans le but de te surprendre un peu et de faire de cette écoute l'écoute la plus agréable possible. Donc, le premier qui ne ment pas, le premier signe clairement qui souvent va nous indiquer, bon, peut-être un peu d'ennui, mais surtout une fatigue. En fait, c'est l'idée, c'est d'oxygéner avec une bonne dose, justement, d'oxygène de cerveau. C'est le bâillement. Donc, souvent, c'est le signe universel qui représente le mieux le sommeil, mais le bâillement fait effectivement partie des signes de sommeil qui sont les plus fréquents là, quand on parle de sommeil chez l'enfant. Aussi, on peut parler aussi d'un enfant qui cogne des clous. Hein, tu sais, quand tu as sûrement déjà vu ça sur les réseaux sociaux, les enfants qui s'endorment dans leur chaise haute là, à l'heure du repas, puis que la tête devient très, très lourde, perte de tonus musculaire. Ben, c'est vraiment un signe de, un peu comme un oui, mais plus abrupt. Là, je t'avoue que si tu écoutes dans tes oreilles cet épisode de balado-là, ça va être peut-être un peu nébuleux comme explication de cogner des clous, mais qui est une expression quand même bien connue, là. C'est un peu le mouvement très sec vers l'avant, puis la tête remonte très rapidement. Si tu m'écoutes puis tu me vois pas en ce moment, j'espère que tu t'es fait une image mentale de ce qu'était de cogner des clous. Sinon, ben, merci de l'écouter en format vidéo. Donc, je le faisais, là, c'est le parallèle parfait, en fait, de l'enfant qui tombe de fatigue dans son assiette à l'heure du repas. Un enfant qui va se frotter les yeux, qui va avoir les arcades sourcilières. Ça, c'est un très gros mot. Si tu as la chance d'être capable de mettre le mot sourcilière sur ta planche de Scrabble, d'après moi, tu gagnes la game. Surtout si tu es capable de le mettre au pluriel. Donc, un enfant qui va se frotter les yeux. Tu sais, quand on parle du marchand de sable, le marchand de sable est passé. C'est un peu le même principe que quand tu as du sable dans les yeux, c'est une sensation très désagréable. Souvent, on a tendance à vouloir se frotter les yeux. Fait que c'est un peu de là qu'est tirée l'expression du marchand de sable. C'est parce que oui, se frotter les yeux est un signe de sommeil. Un enfant qui va être un peu plus irritable. Bon, il y a des enfants qui ont des tempéraments qui sont un peu plus irritables en général, comme il y a des humains qui sont d'humeur plus irritables en général. Mais tu sais, quand tu ne reconnais plus nécessairement ton enfant, qu'il n'y a plus rien qui semble le satisfaire, qui devient impatient,
tu sais, qui a pas de l'air dans son assiette pour toujours rester en parallèle avec l'enfant qui cogne des clous dans son assiette. C'est possible que ton enfant soit fatigué, pleure plus souvent, plus facilement qu'en temps normal, tous les rythmes, tout, tu sais, à terre, ça fonctionne plus, dans tes bras, ça fonctionne plus, la position sur le ventre, ça fonctionne plus, il y a plus aucun jouet qui peut attirer son attention. Souvent, ça veut dire: «Arrête d'essayer de me stimuler, de me changer les idées, là, je suis trop fatiguée». Un peu comme toi quand arrive, le vendredi soir ou en tout cas ta période de repos, même si on t'offrait de partir sur un yacht à Dubaï, toi, tu veux juste aller dormir, ben, c'est un peu le même principe avec ton enfant. Aussi au niveau, moteur, ton enfant va perdre un peu son équilibre. Fait que, tu sais, les enfants je prends un enfant de 6-7 mois qui apprend la position assise, qui va avoir plus tendance à se laisser, tomber dans le vide par en arrière ou tomber sur le côté. Ça, c'est aussi effectivement un signe de sommeil. Pareil pour les enfants qui apprennent à marcher, ils vont être moins habiles finalement au niveau de leur développement moteur, au niveau de leurs habiletés motrices. Donc ça, effectivement, c'est aussi un signe de sommeil. Chez les enfants plus vieux là, qui sont en âge de parler, ils vont souvent avoir l'impression de répéter, un peu toujours le même discours, d'être un peu sur le repeat là. Tu sais, un genre d'enfant qui est comme pas capable de de se sortir du même, discours qu'il est en train de prôner. Ça peut être aussi un signe de sommeil, un enfant qui va chercher du réconfort, hein, souvent. Puis c'est pour ça qu'on va avoir des objets de transition, souvent qui vont être des tissus, des mousselines, quelque chose de très doux. Chercher du réconfort en se frottant le visage un peu, en ma mère dirait: «Il cherche son petit trou». Ça, c'est vraiment l'expression de ma mère. Mais oui, un enfant qui va chercher plus d'être réconforté, qui va chercher plus de proximité physique, ça peut être aussi un enfant qui est très fatigué. Puis au contraire, un enfant qui est comme suragité. Et là, je me permets un parallèle parce que le temps des fêtes, arrive à grands pas et bien entendu, on veut sortir de la routine. Non, il y a toujours ma tante Suzanne qui nous dit: «Ben, c'est le soir de Noël, tu crois que tu vas le coucher à 19h?» Premièrement, Suzanne et ses conseils non sollicités, ça, c'est un autre sujet. Mais, souvent, elle va renchérir avec le fait que ces enfants-là, ils vont bien. Regarde-les courir dans le garage, autour de la table du salon. Ça crie, ça chante, ça hurle, c'est énervé comme ça se peut pas. Un genre de sugar rush interminable. Mais souvent, ce moment de suragitation-là, c'est aussi un signe de sommeil. Parce que souvent, cette suragitation-là, ça va très bien jusqu'à temps que ça aille plus bien pantoute. En fait, quand les enfants tournent autour de la table du salon, ça va très bien jusqu'à temps qu'il y en a un qui tombe, puis là, tout le monde se met à pleurer en même temps. On ne sait pas trop pourquoi les 4 autres pleurent. Il y en a juste un qui semble s'être blessé, mais c'est un peu le début de la fin. Oui, ça, souvent, ça veut dire que faut rapidement remballer les cadeaux, comme on dit en bon québécois, et trouver un petit coin tranquille pour aller coucher ces enfants-là. Parce que de toute façon, mis à part faire plaisir à Suzanne qui regarde courir dans le salon, tes enfants ont plus nécessairement de plaisir à être trop fatigués dans un environnement où la musique est souvent très forte, les gens vont parler très fort. À un moment donné, cette surstimulation-là, des réveillons de Noël, c'est plus plaisant de leurs yeux d'enfants. Les autres sont là pour les cadeaux, le Père Noël. Puis après ça, un coup qu'ils ont reçu exactement ce quoi ils attendaient de la célébration de Noël, il y a plus moyen de toute façon de raisonner personne. Tu es aussi bien d'aller les coucher parce que sinon, souvent ce qui va arriver, mais c'est que tu vas payer le lendemain. Je vous promets un autre épisode de balado sur comment gérer, le temps des fêtes là, mais la surexcitation ou un enfant qui est plus agité qu'à l'habitude, ça peut effectivement être aussi un signe de sommeil. Un enfant qui va être fatigué en règle générale, c'est un enfant qui va aussi avoir de la difficulté à se sortir de son sommeil le matin. Un enfant qu'il faut réveiller le matin souvent, ça veut dire que peut-être qu'il y a un manque de sommeil qui s'est accumulé au fil du temps et de revoir l'horaire, de sommeil. Un enfant qui va être aussi de mauvaise humeur le matin, bon, c'est sûr et certain qu'il y a des tempéraments qui sont plus lents à réchauffer. Moi, j'appelle ça mes petits-enfants au poêle charbon. Mon garçon, fait partie de ces petits modèles-là. C'est plus lent à démarrer le matin. Ça veut pas dire qu'ils sont moins bons. Ça veut juste dire qu'ils sont différents, tout simplement. Pas besoin d'être comme la fille de Bedaine Urbaine et qui, du moment où elle s'ouvre les yeux, la journée est déjà partie et le petit hamster est en train de se créer soit des solutions, soit des problèmes, dépendamment de mon humeur, du moment. Mais un enfant qui va être d'humeur plus maussade, le matin, c'est possible effectivement que ce soit, relié à, un état de trop grande fatigue. Un enfant qui va manquer de concentration, un enfant qui va être plus maladroit. Puis là, quand j'entends qu'il manque de concentration, plus maladroit, c'est qu'à l'habitude,
selon son tempérament, parce que c'est sûr, toujours aussi ajuster ces recommandations-là ou ces signes de sommeil, ces signes de fatigue-là, en fonction de l'humain qui nous a été donné, bien entendu. J'ai dit donné, mais qui nous a été prêté, idéalement le plus longtemps possible, minimalement pendant les 18 prochaines années. Des fois, c'est un peu plus long, des fois, c'est un peu plus court, mais on se le souhaite qu'il reste connecté à nous le plus longtemps possible. Un enfant, bon, je l'ai dit, qui est irritable, mais qui va bougonner, qui va pleurer pour un rien, qui va être plus impulsif, plus agressif, qui est plus désintéressé de ce qu'il aime habituellement, ou encore au contraire, un enfant, pas au contraire, mais qui va devenir plus bavard, plus bruyant, plus hyperactif que d'habitude. Donc, bref, ça, c'est un résumé, en fait, des signes qui souvent ne tromperont pas. Ça, souvent, quand on a un genre de melting pot ou un de ces éléments-là qui s'installe dans la routine au quotidien avec notre enfant, ça veut dire que notre enfant est soit fatigué sur le moment venu ou qu'il accumule depuis un certain temps un manque de sommeil et que de revoir l'horaire de sommeil pourrait être une excellente idée. Donc, je reviens aux signes de sommeil qui sont un peu plus sur le moment, c'est-à-dire que oui, on a la fatigue globale en général, que moi j'aime bien appeler un manque de sommeil accumulé. Au contraire d'une dette de sommeil, qui souvent la dette de sommeil va s'expliquer par un enfant qui a un trouble qui explique le défi sommeil, qui l'empêche de dormir. Et ça, c'est vraiment une dette de sommeil. Souvent, ça va être plus avec les professionnels de la santé qu'on va être capable d'enrayer en fait le problème qui empêche l'enfant de dormir et ainsi éliminer la dette de sommeil. Nous, quand on parle d'insomnie comportementale au niveau de la consultation sommeil, on va parler surtout d'un manque de sommeil qui s'est accumulé suite à une régression en sommeil puisque ton enfant a un bon développement, un changement émotionnel qui s'est installé dans la routine qui a fait que les dernières nuits étaient peut-être un peu plus boboches, une poussée de croissance quand on parle de nos plus petits bébés, des régressions du sommeil dues au développement général de ton enfant ou encore un changement physique qui nécessite pas nécessairement un suivi médical ou avec un professionnel de la santé. Là, je parle entre autres, mettons, des poussées dentaires ou d'un petit rhume, d'une petite congestion, quelque chose qui empêcherait ton enfant de bien dormir. Moi, je préfère appeler ça un manque de sommeil qui s'accumule. Fait que ça, c'est vraiment les signes de sommeil qui vont refléter, en fait, le manque de sommeil de plusieurs jours. Là, moi, j'aimerais qu'on revienne aux signes de sommeil qui, dans la journée, peuvent s'installer et qui peuvent t'aider à mieux gérer, en fait, l'horaire de sieste et l'heure du coucher en général. Donc, dans la philosophie bédène-urbaine, qui est unique et différente des autres approches, certes, on a essayé de vous faire comprendre un peu mieux le sommeil en général de votre enfant, plutôt que de vous donner des règles très strictes, des formules pré-mâchées, un nombre d'heures dormies par minute, par sieste, par tranche d'âge. Là. On a essayé de vous faire reconnaître un peu les besoins de sommeil de ton enfant, qui peuvent être différents d'autres enfants, qui peuvent même être différents des autres enfants d'une même fratrie, pour être capable de mieux interpréter ses besoins et de mieux adapter tes interventions et de mieux adapter le fameux timing du sommeil pour sa réalité à lui. Fait que c'est pour ça que dans la philosophie bédène-urbaine, on utilise très peu les signes de sommeil ou les signes de fatigue, puisque souvent, comme je le disais au début de cet épisode-là, il y a des enfants qui vont avoir des signes de sommeil absents. Bref, qui n'ont pas de signes de sommeil. Donc, très difficile de dire, je vais attendre qu'il se frotte les yeux, qu'il baille, qu'il cherche du réconfort, qu'il perde un peu sa motricité, puis là, je vais aller le coucher parce que cet enfant-là ne semble pas avoir de signes de sommeil, ou du moins, tu n'es pas capable d'interpréter les signes de sommeil, ou ils sont tellement délicats que toi, tu ne veux pas les voir à l'œil nu. Fait que ça, c'est la première raison pour laquelle nous, on préfère se baser sur les temps d'éveil plutôt que sur les signes de sommeil. L'autre chose, c'est qu'il y a des enfants qui vont avoir ces signes de sommeil-là très apparents, se frotter les yeux, bâiller, comme je le disais au début de l'épisode de balado, mais que ces signes-là arrivent quand l'enfant est déjà très fatigué. Quand on utilise les signes de sommeil et qu'un enfant est déjà trop fatigué ou est déjà très fatigué, si on lui offre un environnement propice au sommeil. Et là, j'en ai probablement déjà parlé dans un autre épisode de balado, mais quand un enfant est très fatigué ou trop fatigué, que la fenêtre d'endormissement idéale est déjà passée, quand on lui offre un environnement propice au sommeil, j'entends un environnement qui va regrouper toutes les composantes de la continuité sensorielle transnatale, soit recréer l'environnement intra-utérin, comme la proximité, la chaleur, le mouvement et la succion,
Quand on a un enfant très fatigué et qu'on lui offre un environnement avec ces composantes-là, genre s'endormir au sein, genre bercer un enfant jusqu'à temps qu'il s'endorme, souvent, on va quand même être capable de l'accompagner à ce qu'il puisse s'endormir de façon paisible. Ah, parce que c'est pas nous qui endormons l'enfant. Le sommeil est un processus physiologique. On ne peut pas endormir un autre humain, mais on peut lui donner les meilleures conditions possibles pour l'aider à s'abandonner par lui-même vers le sommeil. Donc, quand on a dépassé la fenêtre d'endormissement idéale et qu'on lui offre cet environnement-là, c'est possible quand même de favoriser le sommeil. Par contre, quand on parle d'autonomie du sommeil, quand on veut intégrer les fameux plans A, plan B, comme c'est expliqué un peu partout dans la philosophie Baden-Irvine, que ce soit dans notre formation en ligne, Les miracles du sommeil 0,5 ans, ou encore dans le Top Top Book tome 1 ou tome 2, quand on veut apprendre à l'enfant à s'abandonner de façon autonome par lui-même, je le répète, ce n'est pas un processus obligatoire. L'autonomie du sommeil est un outil parmi tant d'autres. Mais quand on est rendu là dans le processus ou que c'est quelque chose qu'on veut enseigner, qu'on veut montrer à nos enfants comment s'endormir de façon autonome, mais quand on a un enfant qui est déjà fatigué, c'est beaucoup plus compliqué pour lui d'apprendre quelque chose de différent. Je fais un parallèle avec les premiers pas. C'est assez rare qu'un enfant va faire ses premiers pas en fin de journée. Souvent, les premiers pas, c'est quelque chose qui va se passer en début de journée quand l'enfant est frais et dispo, quand l'enfant il a acquis tout ce qu'il avait besoin d'acquérir pour maintenant marcher par lui-même. Et souvent, ça va se passer en début de journée quand il n'a pas accumulé un trop grand manque de sommeil au niveau de sa journée entière. Parce que je l'ai déjà expliqué dans un autre épisode de Balado, mais plus la journée avance, plus la pression au sommeil augmente. Hein. Le sommeil et l'éveil fonctionnent ensemble. C'est ce qu'on appelle un processus d'équilibre, un processus homéostasique. Homéostasique, un autre beau grand mot à instaurer sur ta planche de Scrabble. Bref, plus la journée avance, plus il y a une fatigue naturelle qui va s'installer dans le corps humain pour qu'on puisse éventuellement s'endormir pour la période nocturne, faire baisser cette pression-là, et tu vois un peu le processus d'équilibre qui s'installe. Bref, apprendre à s'endormir seul, l'autonomie du sommeil est un apprentissage en soi. OK? C'est pour ça que souvent l'autonomie du sommeil est quelque chose quand même de compliqué à mettre en place parce que ça prend un enfant qui est suffisamment fatigué, qui a suffisamment de pression au sommeil pour aller s'endormir, pour aller dormir parce que c'est l'heure de dormir. Mais ça nous prend quand même un enfant qui est réceptif à apprendre quelque chose de différent, à modifier ses repères sommeil, à modifier ses habitudes d'endormissement. Fait que c'est pour ça que de trouver la fenêtre d'endormissement idéale est quand même quelque chose d'important quand on parle d'autonomie du sommeil, mais qui est quand même difficile parce qu'elle peut être modifiée d'une journée à l'autre, dépendamment de la qualité des siestes, la durée des siestes, dépendamment du déroulement de la journée, dépendamment de son stade de développement, dépendamment de ce qu'il a mangé pour souper, dépendamment de la pleine lune, dépendamment de tellement de facteurs que oui, effectivement, grosso modo, c'est se faire un plan de match qui, 80 du temps, va fonctionner, mais reste que la fenêtre d'endormissement idéale est importante, particulièrement quand on vise la modification d'habitudes sommeil. Particulièrement quand on vise la modification des repères sommeil dans la routine d'un enfant. Donc, c'est pour ça que chez Bedaine Urbaine, plutôt que d'utiliser les signes de sommeil qui peuvent être absents ou qui peuvent être trop tardifs, on préfère plutôt parler de période d'éveil entre les périodes de repos pour être capable de mieux se situer puis d'être capable de mieux adapter aussi l'horaire au quotidien. Parce que souvent, quand on va parler d'un horaire d'horloge, qu'on va vraiment scier à l'heure de l'horloge pour la prochaine sieste ou l'heure du dodo, bien, souvent, dépendamment de l'heure à laquelle la journée a commencé, ça peut venir tout débalancer, puis souvent, ça devient un facteur de stress plutôt qu'un facteur aidant pour la routine en général. Tandis que quand on se fie aux périodes d'éveil moyen par tranche d'âge, bien, c'est sûr et certain qu'on a moins de chances de se tromper parce que si ton enfant, par exemple, a une période d'éveil de 2 heures entre son réveil le matin et la première sieste, qu'il se lève à 6 heures ou à 7 heures, ça va toujours être le même 2 heures. Fait que c'est plus facile d'ajuster l'horaire de la journée en conséquence avec le nombre d'heures d'éveil par tranche d'âge que les signes de sommeil ou encore l'heure de l'horloge. L'idée derrière ce balado-là, c'est vraiment d'être capable de favoriser l'environnement de sommeil puis de favoriser la période où laquelle on va accompagner l'enfant vers le sommeil. Puis ce que je veux dire en ça, c'est qu'idéalement, c'est que ce soit avec les signes de sommeil ou encore avec le nombre d'heures d'éveil
entre les périodes de repos. L'idée, c'est d'être le plus prévoyant possible, le plus constant possible et d'être surtout le plus régulier possible. Parce que, en fait, on n'en parlera jamais assez de l'importance de la routine dans un horaire d'enfant. Oui, on parle souvent de la routine de dodo en général, la lecture, le temps de qualité, l'environnement sécurisant, de bien cibler les besoins de l'enfant, de s'assurer que tous les besoins sont répondus, que son réservoir affectif est rempli, et cetera. Puis moi, quand je parle de routine à ce niveau-là, c'est vraiment que plus la routine, l'horaire de sommeil est régulier, plus c'est facile aussi pour l'enfant de trouver ses repères. Parce qu'à chaque fois que l'enfant, on modifie les repères, que ce soit le changement de parent, la routine de dodo, que ce soit la transition au grand lit pour nos enfants un petit peu plus grands, que ce soit un changement d'heure qui vient de passer là, récemment, début novembre, ben, c'est sûr et certain qu'à chaque fois qu'on perd un repère comme ça, même nous, en tant qu'adultes, ça peut nous déstabiliser. Donc, imaginez un enfant qui, pour lui, son horaire est quand même plus important, il est plus vulnérable face à ces changements de routine-là. Nous, c'est sûr que plus on grandit, plus on vient qu'à avoir des outils pour s'adapter. On se fait une carapace par rapport à ces changements-là, il y a des changements qui arrivent, comme le changement d'heure, par exemple, qui arrive quand même 2 fois par année, où on apprend à mieux se connaître, hein, tu sais, je veux dire, on est capable de supérer ça plus rapidement, mais comme nos enfants sont quand même plus fragiles et que leur sommeil est vraiment très important dans leur développement, leurs habitudes de sommeil sont vraiment très importantes quand on parle de son développement global, bien, ça fait qu'ils sont plus fragiles à ces changements-là. C'est pour ça que c'est important quand même de garder une certaine routine, dans les heures d'éveil, dans la façon, d'accompagner nos enfants vers le sommeil. Parce que si je donne un exemple vraiment très banal, pour nous, adultes, mais simplement de modifier, le biberon avec les histoires ou les histoires biberons, tu sais, l'ordre des activités de la routine, ça peut devenir un changement émotionnel qui peut venir impacter les repères de l'enfant. Puis juste ça, ce simple modification dans l'ordre des activités de routine, ça peut venir impacter le sommeil de l'enfant. Fait que quand on parle de cohérence constante, de chaleur, bien entendu, les cycles sont très importants quand on parle du lien d'attachement et du développement global de l'enfant, là, sans nécessairement tomber trop dans ce sujet-là. Ben oui, effectivement, la routine des heures et le respect des temps d'éveil peut être vraiment une façon d'aider l'enfant à mieux se trouver ses repères et ainsi, on s'assure d'être mieux positionné dans la fenêtre d'endormissement idéal. Comme ça, ben c'est oui, effectivement, on appelle ça mettre les chances de notre côté en tant que parent. Autre fait intéressant que j'ai trouvé, lors du dodo, selon une étude, les études, en Amérique du Nord, lors du dodo, la fenêtre d'endormissement idéale, celle où l'enfant pourrait s'abandonner vers un sommeil plus paisible, se situerait entre 20 heures et 20h30. Moi, j'aime bien faire la blague qu'au Mexique, je pense qu'ils n'ont pas eu le mémo parce que les enfants se couchent bien plus tard que ça. Puis on a aussi nos amis européens qui ont quand même un rythme de vie qui est très différent de nous. Je vais parler pour mon Québec adoré, là. Je n'ai pas la prétention de connaître les habitudes de vie de tout le Canada au complet. Mais tu sais, chez nous, on parle d'un enfant qui va se coucher plus aux alentours de 19h, 19h30. Mais semblerait-il que l'heure naturelle pour un enfant de plus de 2 ans serait entre 20 heures et 20h30. Pour ce qui est du calcul de nombre d'heures dormies par tranche d'âge, on parle, et là, ce sont des moyennes. Alors là, Julie qui m'écoute, Julie qui est un autre personnage qui est Bedaine Urbaine, Julie qui veut tellement bien faire, qui s'est renseignée sur tout, qui est bienveillante, qui a lu tous les livres. Faut pas partir en peur, mon amie Julie, avec les chiffres que je vais te donner maintenant. Le meilleur indicateur sommeil, c'est le développement global de ton enfant. Il mange bien, il grandit bien, il est d'humeur agréable, il se réveille de bonne humeur, il s'endort de façon paisible, que ce soit accompagné ou de façon autonome. Bref, ton enfant va bien. Ça veut dire qu'il dort probablement suffisamment pour ses besoins de sommeil à lui. Mais je trouve ça important, en tant que référence sommeil, et que de parler des moyennes, parce que les moyennes existent pour justement aider les parents à se rendre compte s'ils sont complètement dans le champ du nombre d'heures dormies. Puis c'est là qu'on peut, ensemble, émettre des petites sonnettes d'alarme, de dire: «Hi, mon enfant dort peut-être trop, est-ce que je devrais» oui, parce que ça existe, des enfants qui vont trop dormir, puis ça peut être, relié à un trouble physique. Oui, effectivement, c'est important de consulter un professionnel de la santé, le cas échéant.
Mais peut-être qu'il y a des parents aussi qui ne savent pas effectivement qu'un enfant ne dort pas suffisamment. Là, pourquoi mon enfant est si irritable que ça? Parce que l'irritabilité est effectivement un signe de fatigue, un signe de sommeil. Donc, c'est pour ça qu'on parle de moyenne, parce que c'est important. Ça reste quand même des références importantes pour outiller puis aiguiller les parents d'aujourd'hui. Et comme je dis, mon amie Julie, on n'est pas à la minute près. Si ton enfant va bien et qu'il n'est pas dans ces barèmes-là, ne t'en fais pas, Julie, tout va bien. OK? Mais pour un enfant de 4 à 6 mois, on parlerait de 14 à 17 heures de sommeil par jour. Pour les enfants de moins d'1 an, on parlerait de 12 à 15 heures de sommeil par jour. Et là, quand je parle de sommeil par jour, c'est sur une période de 24 heures. Donc, ceci inclut les périodes de sieste. Pour un enfant de 1 à 3 ans, on parle de 11 à 14 heures de sommeil. Encore une fois, on inclut les siestes. Et à partir de 3 ans, on va parler de 10 à 13 heures. Excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner. Donc, je fais un recap parce que c'était peut-être difficile à suivre. Pour les enfants de 4 à 6 mois, on va parler de 14 à 17 heures de sommeil sur une période de 24 heures. Pour les enfants de 6 mois à 1 an, on va parler de 12 à 15 heures. De 1 an à 3 ans, on va parler de 11 à 14 heures de sommeil. Et de plus de 3 ans, de 3 à 5 ans, on va parler de 10 à 13 heures de sommeil. Et je le répète, ça inclut les siestes. Donc, si par exemple, ton enfant de 1 an, toi, tu calcules qu'il a besoin d'un mode nuit de 12 heures, plus il fait 12 siestes de 45 minutes, ben ça fait 12 plus 1 heure et demie. On est à 13 heures et demie de sommeil, ce qui serait quand même dans la moyenne. Fait que c'est de la façon qu'on va calculer le nombre d'heures de sommeil. C'est vraiment en calculant les siestes et en calculant le sommeil de nuit. Partant d'une règle générale qu'un sommeil de nuit dure entre 10 à 12 heures, donc nos plus petits dormeurs pourraient avoir besoin que d'un mode nuit de 10 heures, nos plus grands dormeurs pourraient avoir besoin d'un mode nuit de 12 heures. Il y a des exceptions qui vont confirmer les règles, mais souvent, c'est pour ça qu'on va parler d'une heure de coucher qui se situe entre 18 heures et 20 heures, parce que nos plus grands dormeurs vont être capables de faire un 18 heures, 6 heures le matin, et nos plus petits dormeurs vont faire 20 heures à 6 heures le matin. Oui, 6 heures le matin est une heure psychologique de parents, 5h58 et 6h02, il y a 4 minutes de différence. Et pourtant, on dirait qu'il y a un siècle de différence. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime bien dire aux parents que de commencer la journée à 6 heures le matin, c'est quand même une heure raisonnable pour nos enfants. Mais qu'avant 6 heures le matin, il n'est pas impossible d'essayer de retarder le plus possible l'heure du lever. Bien entendu, à partir de 4 heures, rendormir un enfant va être un peu plus compliqué. Si on réussit à le rendormir, de modifier l'environnement par la suite, c'est à peu près la pire chose à faire. Je parle pour celles qui, à 4h30, vont endormir l'enfant dans leurs bras, ils vont essayer de le déposer. Idéalement, ce serait de faire du cours de dos fait de façon sécuritaire à partir de 4 heures le matin si votre enfant se réveille et que vous n'êtes pas capable de le remettre dans son lit, bien entendu. Chez nous, tout petit, même chose. On va rester jusqu'à endormissement total et ensuite, j'essaie de retourner dans mon lit. Idéalement, on va terminer la nuit avec l'enfant aussi pour modifier le moins possible son environnement et s'assurer qu'il soit capable de repousser le plus possible son heure de réveil. Quand on arrive plus proche du 5 heures, ben là, bien entendu, chez nos enfants plus grands, le cadran lumineux de type OLI peut être très intéressant avec ses codes couleurs. On peut aussi essayer de retarder l'heure du lever sans nécessairement retarder l'heure du réveil pour nos enfants qui seraient plus capables de se rendormir. Et on va étirer le plus possible, bien entendu, l'heure du lever et par période maximale de 60 minutes. Donc, si, je dis n'importe quoi, à mon enfant se réveille à 4h45, ben, tu sais, d'insister jusqu'à 6 heures, ça fait quand même 75 minutes. À insister, c'est peut-être un peu too much. Fait que 60 minutes serait la durée maximale d'essai pour étirer le mode nuit, mais qu'idéalement, encore une fois, selon la philosophie bédaine urbaine, on essaierait d'étirer peut-être de 10, 15, 20 minutes jusqu'à temps que ceci fonctionne et ensuite passer à un autre prochain 10, 15 minutes. Bref, fait de façon progressive à la bedaine urbaine, sachant très bien qu'on ne modifie pas les habitudes de sommeil en claquant des doigts. Ces fameuses recettes pré-mâchées, universelles qui garantissent les résultats. Vous savez très bien ce que j'en pense. Ça peut fonctionner chez certains êtres humains, mais force est de constater qu'avec la pratique qui s'est installée dans mon bagage sommeil, ce n'est pas la majorité des enfants qui sont réceptifs à ces méthodes-là.
Bref, en conclusion, j'aimerais que tu retiennes une chose. Oui, les signes de sommeil, les signes de fatigue peuvent être un indicateur sommeil important. Ça peut être très favorable pour établir l'horaire de sieste, l'horaire de sommeil de ton enfant. Cependant, si ces signes de sommeil, ces signes de fatigue-là sont complètement absents ou trop tardifs, de te fier aux périodes d'éveil plutôt qu'aux signes de sommeil. C'est quelque chose qui peut être intéressant, du moins à essayer. Le plus beau signe de sommeil, le plus beau signe de fatigue qu'on peut analyser chez un enfant, c'est l'observation. L'observation de ton enfant. Tu connais ton enfant mieux que quiconque. Mon amie Mélanie Bilodeau le dit souvent, elle a même écrit 2 livres sur le sujet. Tu es toi-même l'experte de ton bébé ou l'experte de ton tout petit. Donc, de l'observer, d'en venir qu'à avoir une façon d'interpréter ses signes de sommeil à lui, une façon d'adapter sa routine sommeil à ses besoins à lui. Puis ça va de soi avec aussi la façon de l'accompagner vers le sommeil. On a parlé d'autonomie du sommeil, mais si ton enfant a besoin de tenir ta main jusqu'à endormissement total, c'est valide. Si tu dois rester avec ton enfant jusqu'à temps qu'il s'endorme, c'est valide aussi. L'idée avec l'entraînement au sommeil sera toujours d'optimiser les habitudes de sommeil de ta famille pour un maximum de bonheur familial. L'objectif n'a jamais été d'encadenasser, de contrôler, de diriger tous les enfants à s'endormir de la même façon, n'aura jamais été d'influencer les parents à avoir le même modèle de routine de sommeil, les mêmes outils pour accompagner leurs enfants vers un sommeil paisible, mais bien de globalement reconnaître la maman en toi, d'apprendre à bien connaître ton enfant et ses besoins de sommeil et d'adapter tout ça. Donc, si ton enfant n'a pas de somnolence diurne, s'il grandit bien, il se développe bien, il mange bien, il est d'humeur agréable 80% du temps parce que ça reste un être humain, c'est parce que ses besoins de sommeil sont répondus. C'est parce que tu fais une job excellente de maman au quotidien, que ce soit sommeil ou pas, j'en suis certaine, parce que tu es une top mom, parce que tu écoutes le balado Top Mom et compagnie. Je sais très bien que juste le fait de te renseigner sur comment bien faire fait de toi la meilleure mère pour ton enfant. Je te dis à très bientôt pour un autre épisode de ton balado Feel Good du Motherhood. Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi.